Bonjour Prisca Thévenot, vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Alors avant de parler de l'actualité politique française, Emmanuel Macron s'est montré inquiet hier au Conseil européen de Bruxelles. Il redoute une sortie de l'Iran du traité de non-prolifération nucléaire. Est-ce que cette hypothèse est sérieuse ? En tout cas, il faut prendre toutes les précautions qu'il faut dans le contexte que nous connaissons et que je ne vais pas rappeler ici. Il a été très rapidement souligné que ce serait effectivement une dérive et un affaiblissement collectif. Et dans cette raison-là, le président de la République a annoncé qu'il échangerait avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous devons pouvoir continuer à mettre et à placer notre confiance dans le président de la République qui, dans ces temps extrêmement troublés, avec des conflits qui reviennent sur le chemin de la scène internationale, démultiplie les actions diplomatiques et nous devons continuer à le soutenir dans cette action-là. Nous avons la chance d'avoir un président de la République au fait de ces sujets et bien présent pour défendre nos intérêts, mais aussi défendre la paix. Alors, sans transition, pas d'accord, mais des avancées, ce sont les mots de François Bayrou hier soir lors de sa conférence de presse sur le conclave. Pour vous, ce conclave, c'est un échec ou une réussite ? Je pense que ce conclave, c'est un chemin. Un chemin sur un moment où on pensait qu'il n'était plus possible de s'entendre sur l'essentiel, à savoir préserver notre pacte social, notre système de retraite et son financement, bien évidemment. Vous savez, en 2023, nous avons été les seuls à expliquer qu'il y avait un problème budgétaire, qu'il y avait un enjeu démographique et que nous devions préserver cet héritage extrêmement sacré et important. Aujourd'hui, force est de constater, c'est qu'un certain nombre de personnes reconnaissent qu'effectivement, il fallait y travailler, peut-être à demi-mot, sans trop le dire fortement, mais ils le reconnaissent. Et donc, ce conclave permet ce chemin pour un accord. Et ce que nous voyons, c'est que la démarche du dialogue social avec les partenaires sociaux est diamétralement opposée à celle des oppositions politiques. Pas tous les partenaires sociaux. La majorité. La majorité. Elle est diamétralement opposée à la démarche des oppositions politiques. Il y a une volonté d'agir, de dialoguer et d'action. Là où les oppositions étaient surtout dans une volonté d'obstruction. Mais malgré tout, il n'y a pas d'accord. Il reste beaucoup il y a quelques désaccords. Voilà. La pénibilité notamment qui était quand même... Il reste des angles morts sur lesquels nous devons continuer à travailler et sur lesquels le dialogue social se poursuit. Il n'est pas arrêté, il n'est pas au point mort, il se poursuit. Mais rappelons-nous déjà qu'il y a 6 désaccords sur le fait que nous devons avoir un équilibre budgétaire sur le financement à horizon 2030. Ce n'était pas évident jusque-là. L'accord est trouvé. Il y a un accord aussi sur le principe de travailler sur les angles morts de la réforme, les pénibilités, les carrières féminines. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir comment nous finançons cela. Donc, ce sont les 2 points qui manquent. C'est trouver un accord sur la pénibilité. Et ça, c'est quelque chose... Et les carrières féminines. Et sur les carrières féminines. Mais sur la pénibilité, c'est un vrai point d'achoppement aujourd'hui. Est-ce que le MEDEF et les organisations syndicales vont réussir à trouver ce fameux chemin que prône François Bayrou ? J'ai envie de vous dire, déjà, ils nous ont montré le chemin sur dire ensemble, collectivement, qu'il y avait un problème de financement et un équilibre à trouver et des sujets sur lesquels on devait s'améliorer. Je trouve que c'est un pas énorme qu'au sein de la classe politique, nous n'avons pas réussi à avoir. Donc, continuons à croire au dialogue social. Le chemin mis en place par François Bayrou est une avancée concrète et nous devons pouvoir continuer à croire à une conclusion heureuse qui, je l'espère, trouvera une réalité dans le cadre du travail budgétaire qui aura lieu en fin d'année. Alors, François Bayrou est toujours un peu plus isolé chaque jour quand même, malgré tout. Là, il va devoir faire face à une motion de censure. Alors, elle a très peu de chances de passer, sauf si le Rassemblement national change d'avis. Mais est-ce que ça ne traduit pas une situation de crise politique en France? Ce n'est pas la première motion de censure. Je crois qu'il en a à sa 7e. Est-ce qu'on est dans une situation de crise politique? Vous savez, dans le cadre des oppositions que nous avons à l'Assemblée nationale en ce moment, je pense qu'on peut plus compter les motions de censure ou les motions de rejet d'ailleurs sur un certain nombre de textes que des propositions concrètes d'action pour les Françaises et les Français. Et en réalité, la crise politique, oui, elle existe. Parce que, comme le dit Gabriel Attal d'ailleurs, notre politique en France est malade. Malade des postures, malade des égos. Et l'enjeu, ce n'est pas de dénoncer celles et ceux qui veulent agir, mais de pointer du doigt celles et ceux qui nous empêchent de vouloir agir pour les Françaises et les Français. À l'heure où nous avons des grandes puissances qui se raffirment, des conflits, comme vous l'avez souligné en début d'interview, qui sont là, bien présents, et que nous avons besoin d'autant plus de créer de la croissance, de générer de la richesse. Pourquoi? Pas simplement pour faire beau, mais pour maintenir le pacte social et aider les plus fragiles. Nous avons des oppositions qui s'enferment dans des postures, voire qui ont comme seule proposition pour les Français l'instabilité politique. Ce n'est pas sérieux. Mais à l'intérieur même du socle commun, puisque le gouvernement
gouverne grâce à ce socle commun, cette coalition des différents partis qui siègent au sein de la coalition. Est-ce que ce socle commun, aujourd'hui, il est en train d'imploser? On voit qu'il y a de plus en plus de dissensions dans ce socle commun. Disons la vérité. Et c'est Gabriel Attal qui le dit très précisément dans les colonnes du Monde. Le socle commun est en réalité un point commun, celui d'avoir une stabilité politique. Une fois qu'on a dit cela, sur les sujets de fond, nous avons énormément de différences. Nous sommes un parti pro-européen, là où, par exemple, les LR ne le sont plus. Nous sommes un parti pour des progrès. Ça veut dire que les LR, ils doivent sortir de ce socle commun aujourd'hui? En tout cas, ils doivent savoir que nous sommes pro-européens. Ils doivent savoir que nous sommes pour les progrès sociaux et pour l'égalité de droit. Souvenons-nous, M. Retailleau a été contre la fin des thérapies de conversion, a été contre l'IVG dans la Constitution, continue à être contre le mariage pour tous, encore aujourd'hui en 2025. Et Bruno Retailleau, il est contre aussi, hier encore, sur la fin de l'exécution provisoire en cas d'inéligibilité. Il est pour, le LR s'est allié au Rassemblement national, le socle commun était contre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de tensions qui vont vous mener à la rupture? Non, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, et j'insiste encore sur les LR et pas les électeurs des Républicains. Les électeurs des Républicains ont voté pour cette famille historique française parce qu'elle n'était précisément pas le Rassemblement national, parce qu'elle était précisément une digue au Rassemblement national. Et donc si aujourd'hui les députés, les Républicains s'amusent à singer le Rassemblement national, mais qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui font que eux, demain, aujourd'hui, les Français les choisiront plutôt que le Rassemblement national? C'est plutôt ça le sujet que nous avons. Et je le dis assez simplement, hier nous avons eu la niche parlementaire, le temps réservé parlementaire au groupe de M. Ciotti et donc quelque part de Marine Le Pen. Les Républicains ne sont venus dans l'hémicycle, alors pardon, je ne vais pas dire tous les Républicains, les députés, il y en avait 3. 3 députés des Républicains qui sont venus dans l'hémicycle, simplement sur effectivement le texte pour gracier Marine Le Pen. Le reste de la journée, il n'y avait personne, pas un seul Républicain. Donc moi, ce que je dis, c'est que quand aujourd'hui on fait partie d'une coalition politique pour soutenir la stabilité politique du pays, c'est bien aussi de venir siéger. Les Français ne nous ont pas élus pour déserter, mais pour siéger. Et d'autant plus aujourd'hui, quand nous avons des oppositions radicales, la France insoumise et le Rassemblement national, extrêmement bruyants, extrêmement vocaux. Alors justement, quand il y a une coalition, est-ce qu'elle ne risque pas d'autant plus d'imploser, puisque dans 2 ans, c'est l'élection présidentielle, les appétits des uns et des autres s'aiguisent? Bruno Retailleau pour les Républicains, on a Édouard Philippe à Horizon, peut-être Gabriel Attal. Et pourtant, certains disent qu'il faudrait un candidat unique de ce socle commun pour espérer l'emporter en 2027. Mais ce candidat, est-ce que ça peut être Bruno Retailleau? Je viens de vous le dire. Ou est-ce que ça peut... Je viens de vous le dire. Que Gabriel Attal se lance? Je ne vais pas le cacher, je ne vais pas le renier. Est-ce que je suis alignée à 100% avec Gabriel Attal? Oui, j'ai même été sa porte-parole quand il était à Matignon. Et donc, ça rappelle tout simplement que quand on est pro-européen, comme je le suis, et comme il l'est, et comme notre famille politique l'est, quand on est pour une politique de l'offre assumée et avec fierté, comme nous le sommes et comme ne l'est pas les Républicains, comme nous sommes pour des progrès sociaux et l'égalité de droit sur un certain nombre de sujets que j'ai évoqués avant pour vous, l'IVG, la fin des thérapies de conversion, mais également le mariage pour tous. Quel est le point commun avec les Républicains? Alors si certains, effectivement, passent leur temps à faire des slogans pour dire qu'il faudrait une alliance allant des Républicains à nous en passant par une autre famille politique, je leur dis avant tout quel est notre point commun, quel est notre projet commun. Les Français ne veulent pas simplement un casting, ils veulent une vision politique. Et aujourd'hui, force est de constater, c'est que notre vision politique, notre vision de la société est très loin de celle portée par M. Retailleau. Est-ce qu'aujourd'hui, Gabriel Attal songe de plus en plus sérieusement à se présenter pour 2027 ? Gabriel Attal, ma dernière question. Bien sûr, Gabriel Attal aujourd'hui est concentré pleinement, là où le sont peut-être moins d'autres, à agir pour maintenant. Il n'est pas en train de travailler pour construire des slogans pour 2027. Ensuite, si vous me posez la question à moi, c'est le meilleur de sa génération, justement parce qu'aujourd'hui, il n'a pas froid aux yeux. Il y va, il travaille maintenant, quitte à prendre des coups. Et c'est, je pense, de ça dont nous avons besoin pour aujourd'hui comme pour demain. Merci beaucoup, Prisca Thévenot.